Pour cette nouvelle vidéo du Tour de Science, je suis à Toulouse pour rencontrer Marie Huth et Bastien Vanzac au LAS, le laboratoire d'analyse d'architecture des systèmes. Le LAS est un laboratoire du CNRS fondé en 1968, initialement autour de l'automatisme, qui a ajouté ensuite à son arc l'espace comme domaine de recherche au moment où l'humanité allait poser son premier pied sur la Lune, pour enfin devenir un laboratoire sur les systèmes de manière large. Ainsi, on retrouve de l'informatique, de l'automatique, de la robotique, des micro- et nanotechnologies, la conception et la réalisation de nanostructures. Bref, c'est un laboratoire de l'innovation scientifique, comme le disait son fondateur, Jean Lagasse, qui disait aussi « toujours plus haut, toujours plus loin ». Dans la créativité et le bonheur d'être ensemble. Ce laboratoire possède un très grand nombre d'équipements de pointe pour répondre à des questions très variées. Et pour cette vidéo, on va parler en particulier du PEPR MEDOC. Un PEPR, ou Programme et Équipement Prioritaire de Recherche, est un projet à grande échelle qui vise à construire ou consolider un leadership français dans des domaines scientifiques liés ou susceptibles d'être liés à une transformation technologique, économique, sociétale, sanitaire ou environnementale et qui sont considérés comme prioritaires au niveau national ou européen. Ainsi, c'est plusieurs instituts qui travaillent ensemble dans un objectif commun. Ce grand nombre d'acteurs implique une organisation rigoureuse qui est décrite sur le site du PEPR en question. MEDOC, quant à lui, est une compression de Medical et Organ on Chip, qui est une initiative nationale pour renforcer la recherche sur ce qu'on appelle les organes sur puce. Donc c'est d'essayer de reproduire à des petites échelles une partie des fonctions d'un organe, donc ça peut être un peu tous les organes. Et ces petites boîtes, généralement composées de cellules vivantes, sont très utiles pour la recherche scientifique et médicale. En effet, en miniaturisant un aspect d'un organe, on peut se concentrer dessus pour mieux le comprendre ou faire des tests spécifiques. Par exemple, pour tester un médicament, quelques molécules suffisent par rapport à si on avait utilisé un modèle complet comme une souris, voire plus gros. Aussi, il est possible de relier plusieurs organes sur puce différents pour prendre en compte plus de paramètres. Et si on connecte des organes qui sont représentatifs du corps humain, eh bien on obtient l'humain sur puce. Bon, c'est un autre sujet. Là, je m'emballe. On va juste, dans cette vidéo, parler du cancer du côlon. Donc le côlon, c'est une partie du gros intestin qui sert principalement à absorber l'eau et à gérer toute la partie des selles. Et il est structuré en cryptes. Au fond des cryptes, on a les cellules souches qui petit à petit se propagent vers le haut des cryptes et tapissent un peu toutes les cryptes pour former ce qu'on appelle un épithélium, mais c'est un tissu continu de cellules. Cet épithélium, il se régénère tous les 3 à 5 jours en moyenne. Autour de ces cryptes-là, on a la matrice extracellulaire, c'est un peu l'échafaudage des cellules, on va dire, qui gère à la fois toutes les propriétés mécaniques, donc de rigidité, de porosité, qui permet des échanges avec d'autres types cellulaires qui sont en dessous. Tels que des fibroblastes qui ont la capacité de dégrader ou de produire de la matrice extracellulaire. Et lors d'un cancer du côlon, les cellules de l'épithélium, certains fibroblastes et la matrice vont commencer à se comporter différemment. On observe en fait une densification de cette matrice. Cette matrice est principalement constituée de fibres de collagène. Et on va avoir de plus en plus de fibres de collagène, donc en fait une matrice qui va être plus dense, avec moins de place entre les fibres pour se déplacer. Et elle va être aussi plus rigide, parce que en plus ces fibres vont être plus accrochées chimiquement les unes aux autres, ce qui fait que cette matrice en elle-même, elle peut devenir 10 fois plus rigide. Il a été montré que cette rigidification ou cette densification, elle a un impact justement sur ces cellules. Les cellules, elles ont tendance à être activées, à devenir inflammatoires lorsqu'elles sont dans des matrices qui sont comme ça. En tout cas, qu'on voit qu'elles sont plus rigides ou plus denses. Et du coup, une des questions, alors par exemple sur la maladie de Crohn, c'est une maladie qui va avoir de nombreuses phases de crise aiguë et de temps mort avant d'avoir à nouveau une crise. On peut se poser la question, est-ce que c'est les cellules qui, lorsqu'elles commencent à être pro-inflammatoires, qui vont créer de la matrice et qui vont la densifier, ou est-ce qu'au bout d'un moment, cette matrice densifiée va aussi favoriser la reprise des symptômes plus tard? C'est un peu l'œuf ou la poule entre les fibroblastes qui deviennent pro-inflammatoires et la matrice qui devient plus rigide. Et c'est pas la seule question comme ça, parce qu'il y a un autre phénomène qui intervient lors du cancer du côlon qui se passe entre les cellules de l'épithélium et la matrice extracellulaire. Les cellules de l'épithélium
qui vont petit à petit envahir la matrice. Souvent, elles dégradent un peu la matrice pour pouvoir migrer le long de fibres, par exemple des fibres de collagène qui sont dans la matrice, et petit à petit disséminer dans l'ensemble du tissu. Nous, on essaie de savoir s'il y a un lien entre l'invasion, donc la dissémination des cellules au sein de la matrice, et la rigidification. Est-ce que c'est la rigidification qui permet l'invasion, ou est-ce que l'invasion donne lieu à la rigidification? On a donc 2 questions et pour y répondre, il va falloir utiliser des méthodes différentes. Du coup, je vous propose, on va d'abord aller voir Bastien et ensuite on ira voir Marie. Ouais. Un des objectifs, c'est de faire des matrices artificielles, donc avec des matériaux qu'on maîtrise, où on va être capable de contrôler la rigidité de la matrice et si possible aussi la densité par exemple. Alors on va fabriquer des fibres qui vont avoir à peu près les mêmes dimensions que les fibres de collagène, qui sont ce constituant principal de la matrice, et avec des propriétés mécaniques de la fibre qui correspondent aux propriétés mécaniques d'une fibre de collagène. Et en imprimant ces fibres, en fait, on va venir les assembler de manière à fabriquer un objet 3D qui est constitué de fibres qui sont empilées en cubes. Et en fonction de la taille de ces fibres, de l'espacement, de la taille des carrés ou des cubes, on va du coup pouvoir faire varier les tailles de pores de notre matrice, ses propriétés mécaniques. Et en faisant varier aussi, d'une certaine manière, à quel point les fibres sont attachées ou pas au nœud des cubes, on va pouvoir rajouter des défauts qui vont correspondre au taux de réticulation chimique des fibres de collagène, en tout cas dans le vivant. Alors ça ressemble à une sorte d'échafaudage, mais un échafaudage qui est nanométrique. Et d'ailleurs, là dans la suite de la vidéo, on va parler de scaffold, qui signifie échafaudage en anglais. Ça tombe bien. Alors ces scaffolds, on les imprime en salle blanche, parce que vu que les scaffolds ils font 120 microns par 120 microns par 120 microns, en fait il y a beaucoup de poussière qui font une centaine de micromètres de côté. Et donc du coup, si on ne travaille pas dans un environnement qui est très propre, on va se retrouver avec potentiellement une énorme poussière au milieu de notre objet. La technique qu'on utilise pour imprimer une si petite structure n'est pas une imprimante 3D classique. Vous avez sûrement déjà vu une imprimante 3D résine où on a un laser qui va activer la résine liquide pour la rendre solide à certains endroits pour créer des structures. L'imprimante utilisée ici repose sur le même principe, mais avec une précision bien plus élevée qu'on obtient grâce à une polymérisation à 2 photons. Et c'est là où un schéma va être nécessaire. Dans une imprimante 3D résine classique, le laser envoie une lumière droite avec des photons assez puissants pour activer la résine. Ainsi, la définition de l'impression est principalement liée à la taille du laser. Dans l'imprimante de photons, on va focaliser le laser et envoyer des photons moins puissants, ce qui fait qu'il faut au moins 2 photons pour activer la résine. Et l'endroit où il y a le plus de chances que 2 photons arrivent au même endroit, c'est au point de focalisation du laser. Et c'est comme ça qu'on a une impression beaucoup plus précise et qu'on obtient notre matrice artificielle. Dans lequel on va pouvoir mettre des cellules et ces cellules vont pouvoir s'accrocher aux fibres, tirer dessus, ressentir des tailles de pores, des rigidités de fibres et de regarder, par exemple, si on prend juste des cellules qu'on récupère directement chez un patient, par exemple des cellules saines, si on les met dans des matrices qui sont plus ou moins dures, est-ce que ces cellules vont commencer à s'activer? Est-ce qu'on prend des cellules de patients atteints de la maladie de Crohn qui sont en plus dans une zone de l'intestin ou du côlon ou qui est inflammatoire? Est-ce que si on les met sur des matrices, par exemple, qui sont plus molles, est-ce que ces cellules vont pouvoir revenir par exemple sur un phénotype qui va être un peu plus normal? Quel paramètre du scaffold va activer ces fibroblastes pour les rendre d'une certaine manière pro-inflammatoires? Fabriquer précisément la matrice avec les propriétés que l'on veut va permettre d'étudier le comportement des cellules sur un environnement que l'on connaît parfaitement et ainsi déterminer les relations entre les cellules et la matrice. Chose qu'on ne peut pas faire si on prend un tissu tel quel, parce que le tissu est beaucoup trop complexe et il y a beaucoup trop de paramètres à prendre en compte autres que juste les propriétés mécaniques ou la densification. Les premiers tests qu'on a fait, on a en fait modifié l'espacement des grilles, on a mis des cellules et donc du coup en fonction de la taille des pores, les cellules sont pas capables ou non déjà de rentrer à l'intérieur du scaffold. Ensuite, elles vont être plus ou moins alignées, en tout cas le plus ou moins étalées, et les vitesses de migration vont dépendre aussi de la taille de ces pores. On n'a pas encore regardé pour l'instant finement, d'un point de vue moléculaire, quelle taille de pore allait activer ces cellules, mais pour ça on peut regarder un certain nombre de marqueurs et de protéines, et c'est les prochaines étapes du projet pour l'instant. Ici, on utilise la matrice pour comprendre le comportement des cellules sur des paramètres de la matrice qui sont connus.
Mais ça veut dire que plus tard, on pourra faire l'inverse. D'une certaine manière, on peut imaginer, avec ces scaffolds, qui sont plutôt des scaffolds de petite taille, avoir une idée de quels sont les meilleurs paramètres en termes d'orientation de fibres, de propriétés mécaniques, de taille de pore, pour que les cellules qu'on met à l'intérieur aient la réponse en termes de comportement qu'on recherche. C'est-à-dire si on se rend compte par exemple que si les pores sont plus petits que 5 microns, les cellules commencent à être stressées et activées, du coup on dira ok. Dans le cas d'une matrice qu'on ne peut pas dégrader, il ne faudra pas avoir de taille de pores qui sont plus petits que 5 microns. Vous l'aurez compris, ce qui est pour l'instant un modèle d'étude pourra être un outil pour d'autres recherches scientifiques plus tard. Maintenant qu'on a fait le tour entre les paramètres de la matrice et le comportement des cellules qui la composent, retournons du côté de Marie. Pour rappel, ici on étudie plutôt l'invasion des cellules de l'épithélium dans la matrice qui a tendance à devenir rigide dans le cadre du cancer. Et pour ça, on essaie de reproduire un système miniaturisé où on peut mettre des cellules cancéreuses du côlon et contrôler la rigidité de ce qu'il y a autour donc, de la matrice qu'on essayait de mimer avec des gels pour essayer de voir le lien entre les deux et qui influence qui et dans quel sens ça va. On a considéré comme étant important pour refaire le modèle, c'était déjà de reproduire la topographie, donc la forme de crypte, pouvoir contrôler la matrice, donc à la fois le matériau pour que les cellules puissent pousser et se développer dessus, et les propriétés mécaniques du matériau, donc la porosité, la rigidité. Et on voulait avoir un dispositif où on pouvait suivre en live, donc pendant tout le temps de culture qui peut aller jusqu'à 3 semaines. Et c'est parti pour parler de méthode de fabrication. Ici, on va commencer par prendre un petit objet en forme de U, avec des petits trous sur les côtés. On place des lames de verre de part et d'autre, ce qui sera très pratique pour observer l'intérieur du dispositif tout au long de l'expérience. On place un tube dans les trous du bas avant de couler le gel. On ajoute ensuite un contre-moule qui va créer la forme des cryptes dans le gel. Ce contre-moule est fabriqué soit par impression 3D résine, mais on voit bien les limites de résolution de cette technique, soit par gravure du verre où on peut obtenir des formes plus proches de ce que l'on trouve dans le côlon. Le tout est placé sous UV pour faire polymériser le gel, c'est-à-dire le rendre plus ou moins rigide. On enlève le tube et le contre-moule et on dépose les cellules cancéreuses au fond des cryptes qui vont tapisser toute la surface de celle-ci pour créer la couche épithéliale cancéreuse. En dessous, on pourra ajouter des fibroblastes dans la matrice, mais ça, ce sera plus tard dans le projet de Marie. Et du coup, l'ensemble de ce qu'on a, c'est des cellules cancéreuses et on va en prendre de différentes forces d'invasion et de différentes propriétés migratoires. Et on va essayer de voir, puisqu'il y a différentes étapes dans l'invasion, et on va essayer de voir si on peut identifier un peu chaque étape et voir l'impact de la rigidité et de la matrice sur chaque étape. Le flux qui va être en haut, qui lui permet d'alimenter en milieu l'épithélium et donc les cellules épithéliales. Et quand on aura les fibroblastes dans la matrice, on a un deuxième canal en dessous qui permet d'injecter 2 milieux différents avec des nutriments spécifiques à chaque type cellulaire et qui lui passe dans le canal et diffuse petit à petit à travers les pores de notre gel pour aller alimenter les différentes cellules. On a notre dispositif, on a les cellules, plus qu'à entretenir tout ça et observer. On fait de l'immunofluorescence où en fait on va mettre des anticorps qui s'attachent à certaines protéines cibles. Donc on va regarder le noyau des cellules, ça c'est assez classique, ça nous permet un peu de repérer les cellules. Dans les épithéliums, les cellules elles font des jonctions qu'on appelle serrées entre elles, qui permettent dans le cadre du côlon de faire une barrière extérieure versus intérieure du côlon. Donc on regarde si ces jonctions-là sont bien établies, si elles ne sont pas détériorées. On regarde, du coup dans mon cas, on va regarder l'actine et les filaments d'actine et on fait aussi des analyses et de protéines et d'ARN, micro-ARN, qui sont des marqueurs de tous les processus des étapes d'invasion. Par exemple, pour dégrader la matrice, on sait que les cellules vont sécréter des métalloprotéases. Et ça, on peut le faire en PCR pour les quantifier. Et on sait que le fait que les aspects mécaniques influencent les cellules et leur comportement, il y a des voies de signalisation, donc de transmission, un peu de messages dans la cellule, qui sont impliquées, ça a déjà été montré. Et donc on peut aller chercher aussi des marqueurs de ces voies de signalisation-là pour voir si effectivement telle ou telle voie a été activé. Ce dispositif, cet organe sur puce,
est designé pour étudier la relation entre la rigidité de la matrice et l'invasion des cellules épithéliales. Mais avec ce même dispositif, on peut faire d'autres choses. On aimerait mettre en place, c'est de rajouter des traitements de chimiothérapie classiques qui sont utilisés dans le cadre du cancer du côlon au sein de notre dispositif pour voir l'influence que ça a sur l'invasion et la migration des cellules et voir si la matrice et les propriétés physiques de la matrice à un instant T ont une influence sur l'efficacité ou non de la chimio. Et puisque les traitements peuvent dépendre aussi du patient, un autre projet consiste à remplacer les cellules cancéreuses de laboratoire par des cellules de différents patients avec des pathologies différentes pour comprendre et tester les différents traitements. Merci beaucoup au LAS de m'avoir ouvert vos portes et de m'avoir proposé ce sujet qui est assez proche du domaine dans lequel j'étais pendant ma thèse. C'est toujours très agréable. Merci aussi à Isaline, Marie, Bastien, Laurent et Vincent, sans qui cette vidéo n'existerait pas. Pour la prochaine vidéo du Tour de Science, on se retrouve à Bidart, c'est à côté de Biarritz, pour parler de management de stations hydrogène. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à parler du Tour de Science autour de vous. C'est le meilleur moyen de faire connaître le Tour de Science, de supporter le projet. Voilà quoi. En attendant, je continue à pédaler. Je vous dis à très bientôt. Bye. Alors je dirais un message important, c'est d'une certaine manière pour les femmes et les jeunes filles qui verront ces vidéos, de jamais s'auto-censurer en pensant que c'est pas fait que la recherche scientifique n'est pas faite pour des femmes. Ça paraît un peu inaccessible comme ça, mais en fait c'est hyper accessible. Il y a plein de métiers différents aussi qui peuvent composer les équipes, avec plein de compétences différentes. C'est un domaine qui est de plus en plus féminisé, où on a justement, en plus en fonction des domaines, alors nous sur des applications biologiques, on a quand même pour le coup un certain nombre de femmes dans les équipes, mais il y a des domaines où c'est pas du tout le cas, et où d'une certaine manière avoir plus de femmes dans nos métiers ne sera que positif. Et que si ça intéresse les gens, il faut pas hésiter et foncer quoi.